Bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet particulier parce que récemment, j'ai reçu dans les blogs d'Emmanuel Di Giacomo euh, concernant les activités Autodesk et ils ont lancé un programme de formation en partenariat avec une école d'architecture à New York et qui est très très intéressant parce que ça englobe, si vous voulez, tout ce qui est design plus make, c'est-à-dire tout ce qui est design, fabrication. Alors moi, ce que j'ai souhaité faire, c'est de voir, de proposer, c'est un esquisse hein, en avant-première, et par rapport à l'expérience que je peux avoir, l'expertise que j'ai concernant spécifiquement la matière conception architecturale, et donc pour justement voir comment aujourd'hui avec les nouveaux outils, les apports de l'intelligence artificielle et l'application évidemment de la méthodologie BIM, on peut vraiment proposer pour les écoles d'architecture en France, qui sont à mon avis dans la plupart déficitaires par rapport à la formation, pas par rapport au logiciel, sinon la formation globale de la conception actuelle. Parce que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire ça est tellement évolué que la méthode reste, c'est pas du tout la même. Alors, ce que je fais, c'est ici, dans cette présentation, je vais essayer de vous montrer, de vous présenter mon point de vue concernant la conception architecturale et réalisation, c'est-à-dire concernant mon point de vue pour un programme de formation spécifique pour les écoles d'architecture. Alors, comme je viens de dire, c'est une formation qui s'appelle Design and Make et qu'il y a toutes des branches, entre autres l'architecture évidemment, et je reprends justement les textes publiés par les doyens de l'université concernant cette formation. Dit l'AAP, l'enseignement, la recherche, l'apprentissage prospèrent dans des environnements qui favorisent la créativité, l'innovation, l'interaction et l'encouragement de la fluidité entre les techniques numériques et analogiques. A déclaré, bon, je vais prononcer mal, c'est Monsieur Beijing Yoon et il a Drucker, doyen de la AAP. Ces nouveaux pôles des savoirs, intégrant tous les processus qui va dès la conception, dès les premières esquisses jusqu'à la conception et toute la procédure bon, logique hein, d'un projet d'architecture, l'APS, l'APD, etc., etc., jusqu'à la fabrication ou la réalisation, ça dépend si c'est des constructions de préfabrication ou c'est des constructions in situ, etc., etc. Et je pense que là, il y a beaucoup, beaucoup de matières à développer pour nous, les enseignants, qui avons l'expertise déjà depuis longtemps dans les domaines de l'enseignement spécifique de la conception architecturale, et parce que ça va permettre aux élèves d'intégrer la méthodologie BIM et d'intégrer aussi tous les nouveaux outils d'intelligence artificielle bien appliqués, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de charlatanisme aussi concernant l'intelligence artificielle, bien appliquée, qui est un outil indispensable aujourd'hui dans presque tous les domaines, pour pouvoir réussir un projet en architecture augmentée. Et c'est ce qu'on dit, architecture augmentée aujourd'hui, c'est justement l'architecte, il a la possibilité d'être le chef d'orchestre, mais où il y a les instruments et il peut gérer avec l'intelligence artificielle beaucoup plus qu'auparavant. Bon, alors, là, comme je vous explique, là, c'est la proposition pour
le développement d'un programme pour les futurs architectes et je pense que ça serait très intéressant de voir aussi avec Autodesk et en partenariat avec une école d'architecture qui pourrait jouer les jeux aussi et être intéressé pour ce type des nouveaux programmes de formation. Alors, je vais bien signaler ici que mon apport est dépourvu de tout intérêt commercial, c'est simplement l'envie de transmettre mon expérience de longue date comme professeur d'université responsable de la matière de conception architecturale et de l'application moi-même professionnellement des derniers outils technologiques adaptés pour l'application de la méthodologie BIM. Dans la présentation, j'ai pris comme référence un concept de coworking Living Smart que je développe depuis déjà 2 ans. Et afin de pouvoir faire l'analogie et en parallèle analyser comment on pourrait mettre en place une formation orientée déjà avec tous ces nouveaux outils intégrés. Donc, et voilà. Ce qui est important de faire connaître à tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment, quels sont les grands changements pour moi de la formation de ces champs spécifiques de conception architecturale à partir de l'insertion de la méthodologie BIM pour le travail collaboratif. La formation des architectes de demain, nous avons, je pense, l'obligation de considérer tous les processus dès la réalisation des premières esquisses jusqu'à la réalisation comme un chemin complet. Et c'est possible dans l'obtention d'un jumeau numérique, c'est-à-dire c'est l'aboutissement, c'est les jumeaux numériques où on peut avoir même la gestion derrière la réalisation de ces projets. Pour les questions qu'on pose souvent, est-ce que ceci enlève de la créativité de l'architecte? Tout au contraire. Dans mon opinion, cette méthode nous oblige à revoir les concepts de créativité. C'est-à-dire qu'avant, comme on travaillait dissocié, on séparait beaucoup plus l'étape, la phase de conception et la phase de réalisation, on avait parfois une dichotomie entre ce qu'on proposait comme créativité dans la conception et ce qu'après, les bureaux d'études spécifiques, etc., passaient à la moulinette avec tous la méthodologie des systèmes de construction, etc. Et à l'arrivée, les gestes créatifs au départ échouaient parce qu'ils ne pouvaient pas suivre derrière toute la chaîne. Alors qu'aujourd'hui, je suis obligée comme architecte, dès que je commence ma conception, à tenir compte déjà au préalable tous les outils qui vont me guider jusqu'à la chaîne de production, jusqu'à la réalisation. Et si c'est un système de préfabrication, si c'est un système, peu importe, mais c'est d'aller de la conception jusqu'à la réalisation. Aujourd'hui, ce ne sont plus les gestes créatifs, sinon la bonne application d'une esthétique innovante présente dans la réalisation. J'ai dit depuis longtemps que le BIM, pour moi, ça a été le bonheur de l'innovation maîtrisée, c'est-à-dire parce que on ne peut pas, comme avant, jouer dans le sens d'aller un petit peu loin dans la créativité et puis mettre les pieds sur terre après, parce que l'ingénieur et toutes les équipes qui étaient dans le terrain, ils ne pouvaient pas vraiment tenir compte de tous les apports créatifs, entre guillemets, qui étaient les apports un petit peu des dessins du projet et pas de la réalisation. Et voilà pourquoi pour moi c'est important ça. Alors, la conception architecturale et réalisation, il y a un processus d'analyse.
Et c'est ça que je pense que ça serait très important de tenir compte pour les formations, pour les architectes, pour la formation des architectes, justement. La première chose, les premières étapes, c'est évidemment l'analyse globale du programme. Bon, alors évidemment, les programmes, je dis toujours, il y a toujours un BIM pour chaque programme. Et, mis à part ça, quand vous commencez un projet, et ça c'est pas nouveau, c'est depuis toujours, il y a en fonction du type de programme, s'il s'agit des logements, s'il s'agit d'hôpital, s'il s'agit, etc., il va falloir trouver un leitmotiv. C'est-à-dire, un leitmotiv, ça veut dire, comme en musique, c'est la base des conceptions qui va être les noyaux durs, qui va permettre d'inscrire toute la conception dans cette lignée. Hein? C'est les fils rouges, c'est ce leitmotiv. Et moi, je dis toujours que si on applique bien ces leitmotifs après dans les processus, c'est ce qui va garantir la cohérence et la qualité du projet. Donc, c'est pas anodin et c'est très important. Moi, je dis toujours aussi dans mes cours, il n'y a pas d'émotion sans âme et il n'y a pas d'architecture si celle-ci ne provoque en nous des émotions. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une valeur ajoutée qu'on ne peut pas les nommer comme ça dans un classement des bars, des camemberts, etc. Et il y a un aspect à gérer, c'est l'émotion. Et ça, c'est l'expérience qui fait qu'on peut gérer ces aspects intégrés dans toute la partie, tous les aspects des conceptions réelles d'un projet. Par exemple, j'ai mis dans mon concept de coworking, j'ai mis l'usager au centre du concept, c'est-à-dire, il y a dans ces concepts que j'ai réalisés, des coworking living smart, une approche du design et de l'expérience. Hein? Les designs au service de l'expérience, c'est-à-dire que j'ai traité l'ensemble comme un parcours, comme une rue où on peut avoir des liens avec les activités d'un côté, avec l'aspect relationnel de l'autre, avec l'aspect détente, sportif, pourquoi pas. Donc, cette interaction, ça a été le leitmotiv qui a donné les résultats que vous pouvez voir après. C'est encore à l'étude, hein, parce que j'avance toujours, mais bon. Et pour l'environnement, la construction globale devient plus compacte parce que l'idée, c'est, bon, dans ces concepts, c'est de faire un bâtiment le plus neutre possible à niveau de la forme, etc., extérieur, parce qu'il peut être reproduit dans des sites d'implantation différents. Donc, évidemment, on ne peut pas avoir un aspect esthétique déjà trop marqué. Et c'est plutôt de pouvoir les décliner, hein, à chaque fois qu'on va les insérer dans un site spécial. J'ai fait les choix de la construction modulaire parce qu'évidemment, comme c'est un hôtel, une partie de l'hôtel, vous avez toujours une trame qui est très spécifique pour les hôtels et pour les espaces de travail aussi. Donc, à partir de cette trame, évidemment, s'impose par soi-même, c'est la construction modulaire, des modules. Après, il y a tout un aspect qu'il faut aussi apprendre aux élèves, c'est l'analyse des spatiales et fonctionnelles. C'est-à-dire parce que un aspect, c'est d'avoir le leitmotiv et l'idée centrale, et après, c'est de pouvoir développer ces programmes dans les espaces adaptés, avec toutes les histoires énergétiques, etc., toutes les analyses évidemment des normes à l'intérieur. Et pour ça, disons, l'adapter à un PLU local, les choix des volumes, les choix des visuels. Et aujourd'hui, on a justement un format, par exemple, Autodesk, nous propose vraiment des outils qui nous simplifient la vie parce qu'on a 10 000 options
Et on peut choisir, et en fonction des paramètres, si je priorise l'aspect visuel ou je priorise l'aspect de l'orientation par rapport au soleil ou l'aspect d'organisation par rapport aux limites, hein, par rapport à l'environnement, c'est-à-dire au contexte que j'ai autour de mon projet. Bref, on a des outils d'intelligence artificielle qui nous donnent une facilité pour pouvoir trouver des options à ce niveau-là. Et l'organisation des espaces en réponse à un programme, les proportions, les connexions, l'aspect perceptuel à l'intérieur, ponctuel, et des parcours, c'est-à-dire la perspective, toujours les parcours. Hein. J'insiste toujours dans mes cours de conception, et le travail, il ne vient pas de l'image vers l'intérieur et de la forme vers l'intérieur. Hein. Nous, heureusement, on a un intérieur et c'est la forme après qui vient, mais on a tout un intérieur. Donc, pour l'architecture, c'est identique. Hein. Les corps, c'est-à-dire l'expression finale, c'est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur que les gens vont participer de l'espace. Hein. Je peux faire un très joli bâtiment en forme des gâteaux, mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, les gens, ils ne sont pas en train de regarder les gâteaux, ils sont en train de vivre l'espace. Donc, nous, on rend service aux gens qui vont habiter, qui vont travailler, et donc on ne peut pas, par rapport à un ego qu'on a, de dire, bon, voilà, je vais faire ça, je vais faire une coupole, mais les gens à l'intérieur ne comprennent rien et ne savent pas comment utiliser les espaces. Donc, ça se passe d'abord à l'intérieur, de comprendre quelles sont les relations, quelles sont les limites des proximités. Et évidemment, on a aussi aujourd'hui sur Revit, je travaille essentiellement sur Revit, donc on a sur Revit tout l'aspect analyse pour cette étape. C'est-à-dire qu'à partir d'un programme, je vais pouvoir, avec l'organisation spatiale intérieure, demander, par exemple, s'il y a un escalier, 2 escaliers, etc., et avoir tout de suite des propositions que je peux après optimiser, choisir à ma guise en fonction de ce que je souhaite prioriser. Et dans l'exemple des coworking, pour moi, l'essentiel, c'était de créer cette rue que vous voyez dans la maquette en bas, les perspectives. Donc, c'est une rue centrale parce que j'ai pris les concepts de la rue, de la vraie rue, avec un éclairage zénital pour que ça rayonne dans tous les espaces, et la communication avec des mi-niveaux pour pouvoir permettre un lien permanent entre les gens, des communications, c'est d'établir surtout préconiser les liens entre les gens et pas des contacts virtuels. Hein. C'est surtout maintenant que c'est très important de prioriser le réel. Bon, là, je ne veux pas m'étaler parce que j'ai même sur ma chaîne YouTube, j'ai dédié dans ma chaîne une vidéo spécifique pour détailler ces concepts. Mais là, vous voyez ce que je disais, c'est-à-dire la rue avec une partie qui c'est les parties living, c'est-à-dire l'hôtel, l'espace de vie, coworking et rez-de-chaussée événementiel, pardon. Et voilà, donc voilà, là c'est des perspectives, ça c'est des images, mais je ne vais pas rester longtemps par rapport à ça parce que je veux continuer avec mon plan de cours. Après, il y a un aspect à traiter très en profondeur, là c'est très très en profondeur, parce que en fait, c'est la base, hein, c'est le squelette qui va tenir l'ensemble. Hein. Et quand je dis squelette, je ne dis pas les structures, c'est le squelette de les structures, plus tout ce qui va avec,
cloisons, limites, fenêtres, portes, tout ce qui est la définition de l'espace à partir de ses limites. Il faut avoir des méthodes spécifiques parce que ça c'est très compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui commence ses études. Comment il peut organiser son espace avec des formes qui sont les plus adaptées par rapport à la fonctionnalité et par rapport aux espaces. Là, évidemment, il y a une partie, ça dépend du type d'architecture, c'est-à-dire pour l'architecture que j'ai fait pour les coworking, c'est une architecture rationnelle, modulaire, simple. Mais pour, par exemple, un hall d'accès, et j'ai développé aussi des vidéos spécifiques, il y a des études à faire actuellement pour des apports de l'architecture paramétrique, hein, et qui donnent un résultat magnifique à niveau de l'espace, de l'esthétique, etc. Mais pour ça, il faut connaître comment on travaille avec les paramètres, les contraintes, et ces paramètres, ces contraintes sont liés évidemment à les structures, à tous les réseaux qui vont avec, c'est-à-dire c'est pas si simple de dessiner des formes. Et voilà. Donc moi, pour toute cette étape, j'utilise une méthode que je conseille, j'ai fait plusieurs vidéos déjà concernant cette méthode, qui s'appelle la rétroconception. Pourquoi? Parce que si je suis face à un programme spécifique, par exemple, des aéroports ou un hall d'accès, bon, et là, le mieux pour pouvoir vraiment trouver la méthode pour analyser et aborder les espaces avec une cohérence aussi de la forme, c'est de déconstruire et déconstruire des œuvres, évidemment, de référence, on ne va pas déconstruire, mais c'est faire les processus inverses, aller de la réalisation à la conception. Et ça, comme outil d'apprentissage, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que ça oblige l'élève à aller analyser dès la réalisation et déconstruire. Et c'est plus difficile, évidemment, de déconstruire que soi-même commencer à jouer avec des paramètres. C'est pour ça que cet exercice, pour moi, c'est essentiel, parce que ça donne un entraînement à l'élève et qu'il pourra après l'utiliser dans les sens inverses, c'est-à-dire proposer une architecture paramétrique qui est la sienne. Hein. Alors, l'esthétique, c'est une valeur, c'est pas une valeur rajoutée. Hein. L'esthétique appliquée, il faut comprendre que l'esthétique, et ça n'a rien à voir avec les belles images, les styles qu'on peut avoir dans la recherche sur Internet. Et l'esthétique, elle doit s'inscrire dans l'harmonie entre un vocabulaire constructif, une grammaire visuelle et des règles qui changent et évoluent en permanence. Parce que l'esthétique, ça va être lié toujours au lieu d'implantation. Hein. Il n'y a pas une esthétique. Parfois, il y a eu des esthétiques qui ont eu une valeur universelle, mais en général, je peux varier en fonction du site d'implantation. C'est indispensable pour moi pour ne pas voir les horreurs qu'on peut avoir aujourd'hui, des gens qui croient que parce qu'ils ont copié 10 000 images dans un style, et ils appliquent l'école sur le projet qui n'a rien à voir avec les styles. Comme je disais, l'apparence, c'est que le corps final, mais il y a tout l'intérieur qui va avec. Et c'est-à-dire l'esthétique ne commence pas à partir de l'image extérieure, elle commence dans l'espace intérieur. C'est-à-dire qu'elle doit être le résultat d'une analyse globale. Et l'esthétique en architecture est conditionnée à la réalité d'une société spécifique. Elle est liée aux rapports sociaux d'un moment historique. Hein. On n'a pas à avoir la même esthétique toujours. Sauf qu'aujourd'hui, avec tous ces apports de l'architecture paramétrique, on peut le voir avec des architectes comme Zaha Hadid, etc., qui travaillent très bien dans ces domaines,
on peut avoir des nouvelles règles et des nouvelles orientations pour l'esthétique. Parce que les formes, avant, on ne pouvait pas traiter des formes de la complexité comme on peut traiter aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que là, on ne peut pas appliquer aussi avec rigueur l'esthétique. Hein. C'est toujours appliqué, c'est jamais anarchique. Hein. L'esthétique, c'est une recherche. Il faut connaître les proportions, il faut connaître ce qui est adapté, ce qui va, le plan, les vides, les rapports, et tout ça s'apprend et c'est du temps aussi investi pour comprendre les règles et pouvoir après les appliquer soi-même. Bon, alors là, évidemment, la grande nouveauté que je vais introduire aussi pour la conception, c'est des pouvoirs, que c'est magnifique aussi, c'est des pouvoirs liés la conception à la construction et au système de construction. Là, par exemple, ce que vous voyez en bas, j'ai commencé à retravailler les modules de l'hôtel et des coworking avec une construction modulaire et adaptée par rapport à ce type de projet. Et donc, c'est des systèmes, là c'est l'intelligence artificielle à nouveau, qui permet d'optimiser mon projet, je les mets mon projet, et d'un autre côté, je vais pouvoir avoir des systèmes qui sont les plus adaptés par rapport à mon idée. Et récemment, j'ai regardé un article concernant une plateforme permettant une automatisation pour les entreprises de maisons modulaires copées AI et intelligence artificielle intégrées à Revit. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai joué un petit peu, et si vous voyez la formule que j'ai appliquée dans les slides que vous voyez en bas, et c'est justement de pouvoir simplifier les modules, faire les moins d'éléments possibles, parce que ça donne une légèreté, parce que ça donne aussi une possibilité de pouvoir jouer avec des isolants multiples, des finitions multiples. Et c'est très intéressant parce qu'elle va faire l'optimisation, cette plateforme. Vous allez pouvoir faire tout votre projet et dans la plateforme, vous allez pouvoir faire l'optimisation avec les concepts modulaires que vous avez choisis. Je considère ça magnifique et je pense que dans les cours justement de conception-réalisation, toute cette plateforme, elle doit être incluse de façon de permettre à l'élève qu'il comprenne la logique et comment il peut améliorer et surtout faire plus vite, hein, parce que vous imaginez, tout ça comme c'est déjà organisé d'une façon que vous avez votre projet et les projets, il va être optimisé avec un système de construction. Ça, c'est extraordinaire, je trouve. Aussi, c'est important, parce que ça, c'est pour l'apparence, mais là, on vient à l'apparence vraiment. C'est très important pour les élèves des conceptions qu'ils puissent toujours, face à un projet, trouver des variantes de définition, si c'est en construction bois, si c'est en construction. Aujourd'hui s'impose l'effet de pouvoir avoir une multiplicité des systèmes de construction et pas venir déjà trop orienté. Et surtout pour les élèves, pour qu'ils puissent vraiment, à chaque fois, s'ils maîtrisent la méthode pour avoir, là, vous avez un bois, vous avez un fibre ciment, vous avez des façades, bon. L'apparence est liée aussi à un système derrière, hein. C'est pas juste l'apparence. Là, c'est l'apparence, mais liée à un système. Mais je vais pouvoir venir, si j'ai envie d'avoir une apparence, je vais pouvoir venir à l'inverse pour trouver les systèmes des constructions les plus adaptés. Et à la fin, bon, évidemment, à la fin, et ce qui est très important pour l'élève pour pouvoir comprendre les processus des conceptions, c'est de pouvoir venir gérer
la mise en scène du projet, hein, l'analyse des matériaux, finition, aménagement spatial, les éclairages. Et là, oui, à fond, avec tous les outils de rendu, avec l'intelligence artificielle, dessin, render, Twinmotion. Bon, aujourd'hui, il y a une multiplicité et vous pouvez vous amuser, chercher celui qui vous convient, mais les résultats finaux, c'est extraordinaire, hein, même pour les animations aussi, évidemment. Voilà, là, c'est les exemples à l'intérieur de l'hôtel, l'extérieur. J'ai des animations aussi que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, que j'ai fait du même projet. Et là, bon, c'est les conclusions. Les conclusions, c'est évidemment tous les points que je viens d'énoncer. Et c'est le premier, c'est d'apprendre à l'élève l'analyse globale d'un programme avec un leitmotiv toujours, en sachant qu'est-ce que c'est le leitmotiv. L'analyse spatiale et fonctionnelle avec les apports des IA, les études morphologiques et tectoniques du projet et la rétroconception comme méthode essentielle pour l'apprentissage de l'architecture augmentée. L'esthétique appliquée, les règles appliquées pour obtenir l'harmonie de l'ensemble, comme j'ai déjà évoqué tout à l'heure, les études du système de construction le plus adapté pour les projets et l'optimisation avec ce type de plateforme, hein, pour pouvoir m'aider à optimiser l'ensemble et créer des modules qui sont les plus adaptés par rapport à mon concept. Les études des variantes, hein, c'est-à-dire bois, métallique, etc., etc. Et à la fin, et là aussi, l'imaginaire et toutes les images que je peux avoir pour, voilà. Mais évidemment, ces images que je vais choisir sont déjà liées à une esthétique que j'ai déjà annoncée dans ma conception. Voilà. Donc, là, je voudrais finir là. Je ne vais pas faire trop long. Et vous pouvez visiter mon site internet bing.conseil.com ou alors m'interroger par rapport à cette formation que je considère que ça va être un apport essentiel pour l'évolution de la formation en conception et réalisation dans les écoles d'architecture d'aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine.